Et si je vous disais qu'on pouvait réviser son bac de philo en regardant des séries? C'est vrai? Ben non. Non, évidemment non. Cela dit, c'est un petit peu vrai. Mais avant de commencer cette vidéo, je dois quand même vous dire quelque chose, c'est qu'il est important de bien comprendre les concepts et de connaître les auteurs dits classiques, évidemment. Mais les séries sont un très bon terrain de jeu. Elles sont une sorte d'application de la philosophie qui est une matière vivante. Et elles peuvent vous permettre de tester certains concepts, d'avoir des exemples plus parlants que ceux qu'on peut avoir parfois en cours de philo. Cela étant dit, allons-y, parlons philo, parlons série. Le premier concept dont j'aimerais vous parler aujourd'hui est le concept de moralité, qui est d'ailleurs un des thèmes présents au bac de philo. Et pour cela, nous allons parler de la moralité dans Game of Thrones. Ici, nous allons parler plus précisément de la moralité en politique. Oui, parce que les questions de bioéthique, par exemple, ne sont pas extrêmement présentes dans Game of Thrones, hein, vous vous en serez douté. Globalement, en philosophie, la morale désigne toute la réflexion autour de nos actions et de notre comportement. En gros, que dois-je faire? C'est en quelque sorte l'ensemble des règles qui définissent ce qui est bien. Ici, la question qu'on va se poser avec Game of Thrones, il y a un S à Game of Thrones. Avec le trône de fer, c'est de savoir si un gouvernement doit être éthique, doit être moral. Bon, en philosophie, éthique et morale, c'est vraiment deux synonymes. Pour le coup, vous ne pouvez pas vraiment vous tromper. Si je vous demande, est-ce que l'État doit agir moralement? J'imagine que vous allez me dire, bah oui, évidemment. On n'imagine pas qu'un État doive être immoral. Et bah, ça se discute, hein. En philosophie, on aime bien discuter. Parce que concrètement, c'est quoi agir moralement? Dans Game of Thrones, on voit s'affronter deux grandes morales, qui sont complètement opposées, hein, parce que sinon, ça serait pas drôle. La première est la morale dite déontologique, qui est incarnée par notre très cher Jon Snow et Kant. Et la deuxième est la morale pragmatique ou conséquentialiste, incarnée par les Lannister, et aussi Jeremy Bentham. Voilà, vous choisissez. Alors, parlons de Jean Neige. Franchement, sur le papier, Jon Snow, il ferait un super souverain. Bon, déjà, il est plutôt beau, hein, tant qu'à faire, autant avoir un souverain qui est beau. Hein. Mais surtout, il ne convoite pas le pouvoir. Lui, ce qu'il veut, c'est unir tout le monde, accessoirement contre les marcheurs blancs, et garantir un pouvoir qui n'est pas tyrannique. Son pouvoir, il ne repose ni sur la famille, comme les Lannister par exemple, ni sur un désir de revanche, comme Daenerys. Il est pur. Et surtout, il n'a pas d'ambition personnelle. Pour le philosophe Spinoza, l'ambition, c'est un désir immodéré de gloire. Mais ça, Jon Snow, il n'en a pas. Le mec n'a pas d'ambition. Les Stark, dont Jon Snow fait partie, sont guidés par la déontologie kantienne. Ils ne le savent pas, mais c'est le cas. À savoir que ce qui compte avant tout, pour qu'une action soit juste, ce n'est pas l'acte en lui-même, ni même ses conséquences, mais c'est l'intention qui le préside. Je cite, « Une action accomplie par devoir tire sa valeur morale non pas du but qui doit être atteint par elle, mais de la maxime d'après laquelle elle est décidée. Elle ne dépend donc pas de la réalité de l'objet de l'action, mais uniquement du principe du vouloir, d'après lequel l'action est produite, sans égard à aucun des objets. » Bon bah, c'est clair. D'où, chez Jon Snow, un fort sens, un très très fort sens de l'honneur et de la justice. Son père, Ned Stark, s'efforce d'appliquer en toute situation ces principes moraux qu'il considère au-dessus de tout. On voit que dans la saison 1, quand il est emprisonné et que Varys lui demande de décréter que Joffrey est le roi légitime, il ne peut pas, même si sa vie est en danger, même si la vie de sa fille est en danger, non, il ne peut pas, parce que ce n'est pas juste. Super, quoi. Mais là où c'est compliqué, c'est que Jon Snow est guidé par sa morale, sa propre morale, mais dans un monde complètement amoral, c'est-à-dire sans aucune morale. Le mec suit des principes que personne ne suit. Et ça le rend très dangereux. Et il est ainsi amené à faire des mauvais choix, des très très mauvais choix. Par amour familial, par amour pour Ygritte, voilà, il prend que des mauvaises décisions. Et on se rend compte qu'au fur et à mesure, il réagit de plus en plus dans l'affect, au lieu de se laisser complètement guider par sa raison. En fait, Jon Snow, il ne sait pas voir ce que Machiavel appelle la raison d'État. C'est une raison qui est supérieure au destin et à l'éthique individuelle. Petite citation. « Il est sans doute très louable aux princes d'être fidèles à leurs engagements, mais parmi ceux de notre temps qu'on a vu faire de grandes choses, il en est peu qui ne soient piqués de cette fidélité et qui se soient fait un scrupule de tromper ceux qui reposaient en leur loyauté. Le prince est souvent obligé, pour maintenir l'État, d'agir contre l'humanité, contre la charité, contre la religion même. Il faut que, tant qu'il le peut,
il ne s'écarte pas de la voie du bien, mais qu'au besoin, il sache entrer dans celle du mal. D'ailleurs, je vous invite à aller voir ma vidéo sur Machiavel et Game of Thrones. Game of Thrones, c'est un petit peu du coup le triomphe de la philosophie conséquentialiste. Donc là, on arrive sur l'autre moralité, la morale conséquentialiste ou pragmatique, pour laquelle la valeur d'une action repose sur ses conséquences. En gros, la fin justifie les moyens. La fin FIN, hein, parce que bon, soit dit, quand t'as la dalle, t'es prêt à tout et on te pardonne. C'est l'utilité résultant de l'action qui fonde la légitimité de cette action. En gros, le bien-être général, le bonheur de tous les gens qui sont présents, prime sur la moralité. Donc ça, c'est la pensée du philosophe Bentham. Quelques exemples dans Game of Thrones, par exemple, quand Robert Baratheon décide d'assassiner Daenerys lorsqu'il apprend qu'elle est enceinte. Bon, ce fut un échec. Mais peut-être que beaucoup de vies auraient été épargnées si Daenerys n'avait pas vécu dès ce moment-là. Ou, évidemment, l'exemple le plus criant, c'est quand Tywin Lannister décide de tout simplement tuer tous les Stark. C'est violent, mais ça met fin à un conflit qui aurait pu tuer encore des milliers de personnes. Globalement, on peut dire que les souverains dans Game of Thrones sont plutôt faibles. Soit ils manquent de finesse, de type Robert, soit ils sont assoiffés de pouvoir, de revanche, soit même un petit peu dégénérés, de type Joffrey. Donc malgré tout, Jon Snow, bien qu'il puisse sembler faible par certains égards, reste le meilleur souverain possible. Du coup, je pensais qu'on pourrait peut-être réécrire la fin. Maintenant, nous allons parler de l'État dans The Walking Dead. L'État désigne l'ensemble des institutions économiques, sociales, juridiques, administratives, militaires, etc., qui organisent une société sur un territoire donné. L'État suppose deux choses. Une permanence du pouvoir, on ne peut pas changer tous les 15 jours de gouvernement, et ce qu'on appelle une chose publique, qui définit un espace public commun à tous. Bon, voilà, ça c'était pour la définition philosophique du concept d'État. Pour bien comprendre la structuration d'un État, pour bien comprendre ses enjeux, son importance, rien de tel que d'imaginer un monde dans lequel l'État tel qu'on le connaît a disparu. Un monde où on est retourné un petit peu à l'état de nature, où l'homme est un zombie pour l'homme. En effet, dans The Walking Dead, les hommes évoluent dans un monde sans règles ni pouvoir légitime. On est un petit peu retourné à un état de pré-civilisation. Bon, avec quand même quelques avancées technologiques, de type des grosses motos et des kalachnikovs. Parce que sinon... Le philosophe Hobbes définit cet état comme une guerre de chacun contre chacun. Ce qui est assez intéressant, je trouve, dans The Walking Dead, c'est que on se retrouve dans un monde où il n'y a plus d'État qui exerce une violence légitime, mais pour autant, les humains, ils vont pas s'unir pour faire face à la menace, qui est quand même une horde de zombies. Non, ils vont décider de s'entretuer entre eux, prouvant un petit peu l'idée de Hobbes selon laquelle l'homme est un loup pour l'homme. Tu mets deux mecs dans une forêt, à l'état de nature, ils vont pas forcément s'unir pour construire un habitat, non, ils vont se mettre sur la gueule. Voilà, l'homme est un loup pour l'homme. Sans pouvoir qui les tienne en respect, les hommes se font la guerre. Et ce, pour trois causes. La rivalité, au nom du profit personnel, la défiance, au nom de la sécurité, et la fierté, au nom de sa réputation, quoi. Ce sont les trois causes qui font que l'homme se tape dessus avec les autres hommes. Pourtant, quand même, dans The Walking Dead, on assiste à la naissance de petites communautés, confirmant plutôt l'intuition de Aristote, disant que l'homme est un animal politique, qu'il a besoin des autres. Dans le cas de la philosophie de Hobbes, un État fort est nécessaire pour assurer la sécurité. C'est d'ailleurs le fondement du contrat social selon Hobbes. Je veux de la sécurité en échange de mon obéissance. Je t'invite à aller voir ma vidéo d'ailleurs sur le contrat social. On rigole beaucoup, tu vas voir. Lorsqu'on parle de constitution d'un État, on va faire référence à ce qu'on appelle le droit naturel. Je sais que quand j'étais étudiante, j'avais toujours un petit peu de mal à bien voir la différence entre le droit naturel et ce qu'on appelle le droit positif. Donc en gros, les droits dits naturels, ce sont des droits fondamentaux qui sont issus de la nature même de l'homme. Le droit à la vie, le droit à fonder une famille, le droit au bonheur, selon les Américains par exemple, le droit à la sécurité, le droit de circuler librement. Et en plus de ça, il y a aussi les droits dits positifs, qui sont en gros les droits en vigueur dans un État. Le droit d'avoir des allocations chômage. Bon, c'est pas un droit naturel. Là, comme il n'y a pas d'État, ce sont vraiment les droits naturels qui sont en jeu. Pour le philosophe Rousseau, qu'on ne présente plus sur cette chaîne, l'homme, à l'inverse de la vision de Hobbes, est une créature qui est capable
de compassion et de pitié. L'homme n'est pas un loup pour l'homme, et encore moins un zombie pour l'homme. C'est la société qui pervertit l'homme. C'est intéressant de voir que dans The Walking Dead, les personnages ne sont pas criminels, ils le deviennent. Ce sont leurs peurs, leurs souffrances et la violence dont ils ont été victimes qui les poussent peu à peu à devenir des criminels. Alors, est-ce cette nouvelle société qui les a pervertis ou au contraire c'est l'absence d'État qui les a pervertis? Pour Rousseau, toujours, la liberté est au cœur du contrat social. On ne se soumet pas au plus fort, mais au souverain qui est constitué de l'ensemble des hommes. On a une liberté naturelle qui va devenir une liberté civile. Dans The Walking Dead, on remarque que dans toutes les communautés que les héros sont amenés à rencontrer, il y a une forme de violence. Même Rick, il est violent. Il y a un moment, je ne sais plus dans quelle saison, où il bute tout le monde dans la communauté. Il les attaque en pleine nuit, c'est bien glauque. Comme dirait Machiavel, gouverner, c'est mettre hors d'état de vous nuire, et même d'y penser. Dans toutes les communautés qu'on croise, on peut voir des dictatures, des démocraties et des aristocraties, les trois grands types d'États qui existent, de gouvernement plutôt. Donc au final, The Walking Dead, avec cette sorte de dystopie anarchique, amorce une vraie réflexion sur l'État, sur le pouvoir et sur la liberté. Elle étudie vraiment le rapport entre État et violence, entre société et violence. Finalement, les zombies, c'est juste le décor, c'est l'ambiance. Mais la vraie question, c'est de savoir comment on constitue un État. La vraie question derrière la série, j'entends. Quelles sont les valeurs que l'on veut garder? Quelle est l'organisation que l'on veut? Du coup, je vous invite à regarder les 9, 10 saisons d'ici le bac. Nickel. Allez, maintenant, nous allons parler du pouvoir dans The Handmaid's Tale, ou La Servante écarlate. Il faudrait plutôt que je dise les titres en français, vu mon accent. The Handmaid's Tale. La Servante écarlate, c'est mieux. En philosophie, comme toujours, le pouvoir désigne une capacité d'action, qu'elle soit naturelle ou matérielle. Mais le pouvoir désigne aussi une forme d'autorité, ou bien l'institution exerçant cette autorité. Et c'est une notion intéressante à étudier via le prisme de la série La Servante écarlate. En effet, cette série nous fait réfléchir aux questions de libre arbitre, de déterminisme et de ce qu'on appelle l'essentialisme. Tout un programme. La particularité de Gilead, le nouvel État présent dans La Servante écarlate, outre l'aspect dictature religieuse, c'est le fait que cet État tente de faire face à une menace. La menace potentielle de la disparition de l'humanité. Voilà, c'est quand même une grosse menace. En effet, je vous rappelle que les naissances sont devenues de moins en moins importantes et l'humanité risque tout simplement de s'éteindre. Et donc, au regard de ce risque pour l'humanité, les femmes fertiles voient leur liberté tout simplement sacrifiée, et elles aussi par la même occasion. Comme dirait notre cher Frédéric, meilleur ne veut pas dire meilleur pour tous, ça signifie toujours le pire pour certains. Je pense que je ne l'ai pas du tout dit avec la bonne intonation. Et c'est justement là qu'intervient la notion de déterminisme. C'est un concept développé par Laplace qui tend à analyser des phénomènes en fonction d'une causalité passée. Ainsi, les servantes sont déterminées par leur fonction de génitrice. Et c'est ce statut qui crée tout leur malheur. Les femmes sont ainsi définies par leur capacité physique. Leur corps devient une propriété commune. Et ainsi, elles vont perdre également leur libre arbitre, en plus de leur liberté de circuler, leur liberté de parole, etc. Le libre arbitre, c'est ce qui va désigner le pouvoir de choisir volontairement et sans être déterminé par une cause extérieure. Donc, clairement, ça, elles ont plus. Alors le libre arbitre, c'est une notion qui varie beaucoup selon les philosophes. Enfin, ça désigne toujours la même chose, hein. Et évidemment, il n'y en a pas un qui a dit le libre arbitre, c'est en fait une recette de gratin à la courgette. Non. Disons que le libre arbitre, dans certaines philosophies, il est vraiment le symbole d'un pouvoir absolu. Alors, ce qu'il faut préciser aussi, c'est que dans certains cas, on peut mettre entre parenthèses notre liberté. C'est ce qu'on appelle l'état d'exception. Les servantes n'ont aucune liberté, aucun libre arbitre, ni même la possibilité de se référer à une morale propre. Alors certes, parfois on peut mettre entre parenthèses notre liberté, c'est le cas d'un état d'exception. Par exemple, pendant le Covid et le confinement, on a mis entre parenthèses notre liberté de circuler, mais c'était juste exceptionnel. 5 fois, mais exceptionnel. Là, ce qui est encore plus pervers avec Gilead, c'est qu'il y a une ambiguïté sur leur volonté. En effet, on leur fait croire qu'elles sont volontaires, on les force à penser qu'elles sont d'accord, on les force à penser qu'elles ont une forme de libre arbitre, puisque par exemple, ce sont les servantes qui exécutent les châtiments, quand il y a des mises à mort, des condamnations, etc. C'est comme si elles étaient volontaires, c'est comme si elles étaient d'accord. Mais en fait, non. Alors Gilead est-il une dictature d'exception? Pas au sens exceptionnel, genre, c'est un état d'exception. Pas du tout. Gilead, c'est une tyrannie politique. Car en réalité, ce n'est pas la survie de l'espèce qui est en jeu.
On aurait pu imaginer d'autres solutions, d'autres choses à faire avec les femmes fertiles que d'en faire des servantes. Moi, j'ai 2-3 idées, voilà, je peux leur en parler. Je pense que vous aussi, vous voyez d'autres chemins possibles. Ce qui est en jeu, c'est la survie de la classe dominante. La philosophe Hannah Arendt définit 3 types de régimes oppresseurs. Il y a la dictature, qui est en fait une institution romaine, qui, en gros, en temps de crise, on accorde tous les pouvoirs à une personne, au dictateur. Mais voilà, c'est vraiment exceptionnel. Quand on voit, c'est exception au sens de exceptionnel. C'est pas exception genre waouh, c'est merveilleux. C'est de se dire bon, là c'est chaud. Du coup, pendant 3 mois, lui, il va avoir tous les pouvoirs et il va nous sortir du problème. Voilà, ça, c'est une dictature, au sens philosophique du terme. Il y a la tyrannie et il y a le régime totalitaire. Dans le cas de Gilead, nous sommes vraiment face à une tyrannie. C'est même une tyrannie théologique qui a pour but d'oppresser les femmes par les hommes et surtout une tyrannie de la classe dominante. Et voilà, c'est tout pour cette longue vidéo sur ces 3 thèmes, qui sont d'ailleurs, je crois, 3 thèmes présents au bac. Ça tombe bien. Vous avez pile le temps, d'ici le bac, de vous faire toutes les saisons de Game of Thrones, toutes les saisons de The Walking Dead et toutes les saisons de La Servante écarlate. Non, ne faites pas ça. Moi, je voudrais remercier les éditions d'Aubec de m'avoir envoyé ce livre que je vous recommande pour préparer le bac. J'assure en philo grâce aux séries télé. J'ai pris les 3 exemples dans ce livre et je vous encourage vraiment à le lire. Je vous mets un petit lien dans la description. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et bon visionnage. Non, bonne révision.